Bonjour tout le monde, on va se retrouver sur cette vidéo qui va être un petit peu complexe, mais vous inquiétez pas, je vais faire en sorte qu'elle soit bien allégée pour qu'on puisse comprendre un maximum de choses. Aujourd'hui, la vidéo va se comporter uniquement sur le venin, mais le venin des serpents. Alors, je vais essayer de pas trop rentrer dans des termes trop complexes de biologie, parce que sinon je vais perdre plus de la moitié des personnes sur cette vidéo, mais notamment quand on veut s'intéresser et quand on parle de venin de serpent, il est bien sûr quasiment obligatoire de parler d'un point de vue biologique et physique de comment est constitué ce venin, pourquoi telle espèce a ce type de venin plutôt qu'une autre, et surtout comment on fait pour contrer ce venin s'il nous est injecté. Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que le venin est un mélange de plein de choses. Il est composé pas que d'une seule substance. C'est un mélange très complexe de protéines, de peptides, d'enzymes, de toxines, etc. Enfin bref, c'est un mélange qui va revenir vraiment très complexe. Et ce mélange complexe va varier d'une espèce à une autre, d'une région à une autre. Quand je dis région, je parle pas par exemple de la région PACA ou de la région centre, etc. Je parle de grosses régions, par exemple d'une certaine région de l'Afrique ou des États-Unis. Voilà, je parle pas juste des toutes petites régions, par exemple, qu'on a chez nous en France. Là, quand je vais parler des venins, bien évidemment, je parle de tous les serpents du monde englobés ensemble. Petit cours d'histoire, la nature des venins, surtout des vipères, donc sa nature protéique, a été établie en 1843 par qui? Par Lucien Bonaparte. Qui était Lucien Bonaparte? Ni plus ni moins que le frère de Bonaparte, de Napoléon Bonaparte. Donc les protéines dans un venin sont constituées à peu près, constituent 90 à 95% du poids sec des venins qui sont responsables de leur effet biologique. Donc comme rappelé, bien évidemment, chaque serpent va avoir sa propre composition de venin qui lui est propre et qui principalement va contenir des enzymes, des peptides, des toxines, notamment aussi des phospholipases. Donc je vais utiliser des petits termes comme ça, un petit peu techniques, mais vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Et justement, comme je viens de le dire, dans les enzymes, alors les enzymes principalement, c'est ce qui va permettre la digestion de la proie. C'est-à-dire que quand une proie va se faire mordre, le venin va faire effet et commencer à digérer la proie de l'intérieur. Donc comme je l'ai dit, dans les enzymes, on peut citer par exemple les phospholipases, les métalloprotéinases, les hyaluronidases, les oxydoréductases, les transférases, les liases et les hydrolases. Bref, tout ça, ça fait partie à peu près d'une famille, de la famille des enzymes. Je vous laisse aller fouiner si ça vous intéresse un petit peu. Ce qu'il faut retenir par contre, c'est qu'au niveau des hydrolases, c'est généralement cette catégorie d'enzymes qui sera le plus présent dans à peu près une bonne catégorie des serpents dans leur venin. Et donc, comme je l'ai dit, ces enzymes sont responsables en partie de la digestion de la proie suite au fait qu'ils ont été contaminés par un venin. En gros, pour ceux qui n'ont pas l'image, vous prenez, admettons, deux proies différentes, on s'en moque, des souris, des petits oiseaux, ce que vous voulez. Les deux vont être à l'état de mort, de décès, tout simplement. Une sera à l'état de mort, par exemple, on va dire naturel, vous la mettez dans un coin. L'autre a été justement tuée suite à un venin de serpent. Vous mettez les deux côte à côte et on va pouvoir voir que celle qui a subi le venin va se décomposer plus rapidement parce que les enzymes vont commencer à digérer la proie de l'intérieur. Il y a aussi bien sûr des peptides qui sont non enzymatiques, c'est-à-dire qui ne contiennent pas forcément d'enzymes. Comme on peut citer par exemple les désintégrines, qui justement modulent l'agrégation plaquettaire, donc les plaquettes dans le sang, et l'adhésion cellulaire. Voilà, c'était le petit coin enzyme. Alors là, je vous ai vite fait un petit classement au niveau des enzymes. On va se faire un petit classement au niveau des toxines. Pareil, comme pour les enzymes et ce qui compose le venin de serpent en général, il existe plusieurs types, plusieurs classes de toxines. Donc on retrouve bien sûr les toxines, les neurotoxines, les dendrotoxines, les cardiotoxines, les saraphotoxines, les myotoxines et pour finir, les hémorragies. Voilà, je vous laisse ça entre les mains. Si vous êtes un peu passionné de biologie et que vous voulez vraiment faire des petites recherches sur le venin de serpent parce que ça vous intéresse, ce qui est compréhensible, je vous laisse aller voir ça là-dessus. Moi, je m'étends pas plus sur le sujet pour éviter de perdre du monde en termes de biologie. Alors, mais par contre, quels sont les effets d'un venin sur le corps? Eh bien, principalement, ça va dépendre de sa composition qui est, comme je l'ai dit, spécifique.
Le venin va perturber l'influx nerveux, ou comme on peut communément appeler, surtout au niveau des transmissions synaptiques. Ça peut entraîner une paralysie du muscle, là où ça a été concerné, ou même des muscles en général, et peuvent bien sûr infecter les muscles respiratoires et cardiaques, parce que oui, le cœur par exemple est un muscle. Donc si ça infecte vos muscles, ça va aussi affecter votre cœur et peut entraîner la mort. On a les hémotoxines qui altèrent la coagulation du sang, provoquant soit des saignements abondants, soit une hémostase excessive. En gros, ça veut dire qu'il peut y avoir deux types de venin, dans le sens où un venin va vous liquéfier le sang, qu'en fait il pourra plus du tout coaguler, ce qui fait que si vous vous coupez, et ben en fait ça va vous faire une hémorragie, un peu comme il se passe chez ceux qui ont des traitements pour ou qui sont hémophiles tout simplement. Vous savez, le sang ne coagule pas, donc en fait la moindre petite coupure peut partir en hémorragie interne ou externe, ou à l'inverse. Je vais pas vous montrer une vidéo parce que risque de censure et de choquer certaines personnes, mais vous pouvez trouver des vidéos facilement sur internet ou sur des articles où le sang en fait va coaguler, c'est-à-dire que il y en a qui vont prendre une espèce de bol de sang, ils vont y injecter du venin par exemple, ils vont un petit peu le secouer et au final le sang ne sera plus liquide, ça va juste faire une espèce de grosse plaque en fait gélatineuse, ce qui fait que le sang n'est plus liquide, donc il forme des caillots. Et du coup, si votre sang ne circule plus librement dans votre corps ou s'il circule de trop et qu'il y a une hémorragie, dans les deux cas, cela peut entraîner la mort. Donc au lieu de la morsure, si vous faites mordre à un endroit, déjà au niveau local, ça peut entraîner dans un premier temps une nécrose. Et justement, ces nécroses peuvent, si c'est pris un peu trop tard et si le venin est un petit peu trop puissant, ça peut aller jusqu'à l'amputation du membre. Certains venins agissent également sur la pression artérielle, la faisant soit augmenter ou diminuer. Et là justement où c'est intéressant, là où tout n'est pas noir dans le venin, c'est que le venin a une très grande contribution sur le point de vue pharmacologique et médical. Ils sont utilisés pour plusieurs types de maladies et plusieurs types de traitements, comme par exemple les infections virales, des troubles neurologiques, parce qu'on sait que ça va intervenir au niveau de la tête, donc au niveau neurologique. Et actuellement, dans des recherches qui sont en cours, c'est en train d'être étudié sur tout ce qui va être au niveau de l'apparition des thromboses. En pharmacologie, c'est aussi utilisé contre la myasthénie grave. Alors la myasthénie grave, en fait, c'est une maladie auto-immune qui perturbe la communication entre les nerfs et les muscles, et généralement ce qui va entraîner une faiblesse musculaire, pour aller très direct. Donc voilà, quand même, le venin a des avantages sur le progrès et l'avancée de la médecine et de la pharmacologie, parce que voilà, ça a quand même un potentiel qui est relativement violent, certains venins, et qui vont jouer sur certains endroits du corps, à certains moments, etc., avec certaines enzymes, certaines protéines, etc., et qui sont justement importants dans le développement de tout ce qui va être traitement, apparition de maladies, de troubles, etc. Donc c'est pas impossible que déjà, si vous avez certaines pathologies, qu'on vous ait déjà donné un médicament ou un traitement à base de venin de serpent. Et non pas, imaginez pas tout de suite qu'ils vont directement faire cracher le cobra dans votre bouche, ça se passe pas comme ça, mais c'est utilisé énormément, et d'ailleurs, merci. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que l'appareil venimeux des serpents est l'un des plus perfectionnés du monde animal, si ça c'est pas magnifique. Principalement, ça va servir justement pour le serpent, cet appareil, et ce venin, à capturer ses proies, les immobiliser, les manger, les digérer, voilà. Donc ce qu'il faut retenir surtout, c'est que le venin, c'est fait pour aller manger, c'est pas fait pour venir vous taper la tête gratuitement quand vous êtes dehors. Mais ce qui est aussi bon à retenir, c'est que seuls les serpents qui sont munis de dentures protéroglyphes, donc type élapidés, hydrophiidés, ou ceux qui sont munis, on peut citer les solénoglyphes, donc type vipériné et crotaliné, par exemple. Donc ceux-là peuvent injecter efficacement du venin chez l'homme. En cas de morsure, alors là pas sur une proie mais sur l'homme, sur nous, le danger en fait va dépendre de la quantité injectée et de la qualité du venin, ainsi que son efficacité, ce qui rejoint la qualité d'ailleurs. Parce que la toxicité du venin est la résultante de l'action biologique de ses propres composants, mais aussi de la réaction que va avoir notre corps face au venin. Donc en gros, pour un même venin, vous pouvez avoir 1000 personnes qui vont se faire mordre, il n'y aura pas forcément la réaction chez tout le monde, ou les mêmes symptômes au même moment, dans tous les cas. Mais bon, généralement, ça se regroupe quasiment pareil. Généralement, quand on va classer des venins, alors dans le grand public, généralement, pour le commun des mortels, on va les classer par dose létale, en mode ce venin, il est un petit peu mortel, celui-ci, il est un peu plus, celui-ci, il est carrément mortel.
généralement ils vont être classés comme ça, alors que en fait il n'y a pas que ça. Généralement quand on va dire des noms de serpents, pour ceux qui s'y connaissent un peu, qui vont dans des bourses reptiles, ou qui vont dans des zoos et tout, ils vont voir le nom des serpents, ah lui il a le venin le plus puissant du monde, ah lui il a un venin qui est un peu puissant, ah là il a un venin lui qui est comme ça, enfin vous voyez on classe en fait par rapport à la létalité, à ce que le venin a fait le plus de morts, mais ça justement on va revenir parce que c'est très relatif ça, le nombre de morts. Et aussi ce qui va rentrer en compte si on se fait mordre par un serpent, ça va être, bon, comme je l'ai dit, la quantité et la qualité du venin et la réponse du corps et la réponse du venin dans le corps. C'est aussi impacté par aussi l'endroit de la morsure. C'est sûr que si vous faites choper une artère, c'est pas pareil que si vous faites choper dans un endroit, on va dire, où il y a un peu de la graisse, vous voyez, où ça va moins bien se répandre. Sachant que, on dit souvent que quand on se fait mordre, le but c'est de pas paniquer, mais d'un côté, il y a un côté vrai, parce que si vous faites mordre, et que le venin va partir, on va dire, dans votre corps, plus vous allez paniquer, plus votre cœur va s'accélérer, donc plus votre sang va se propager rapidement dans votre corps, donc plus le venin lui aussi va se propager rapidement, tandis que si vous restez calme, la diffusion sera plus lente que si vous êtes complètement excité et que vous vous mettiez à courir. Mais là, on est sauvé parce qu'il existe bien sûr des antivenins. Alors les antivenins, on va y faire un petit tour quand même parce que c'est très intéressant aussi, et bah mine de rien, ça sauve la vie. Donc je fais un rappel très vite, hein, évidemment, les antivenins sont contre les envenimations. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il existe des sérums polyvalents et des sérums monovalents. Les sérums polyvalents, par exemple, vont regrouper un sérum antivenin qui va être attribué à toute une région, parce qu'on sait que, par exemple, dans telle région, il y a tel type de serpent. Voilà. Donc, on a fait un antivenin qui englobe toutes les espèces venimeuses qui sont dans telle région. Donc comme ça, on n'est pas forcément obligé, je veux dire, si on est à l'hôpital et qu'on s'est fait mordre et qu'on sait pas trop ce qui nous a mordu, on n'a pas pu prendre la photo du serpent parce qu'il s'est tiré ou qu'on a paniqué, on dit bah je me suis fait mordre dans telle région à tel endroit, on dit ah oui d'accord, telle région à tel endroit il y a tel type de bestiole, hop, sérum polyvalent, pouf, c'est compris dedans et c'est parti. Tandis que les sérums monovalents sont des sérums antivenins qui vont être utiles que pour une seule espèce de serpent et pas plusieurs. En Europe, nous, on a principalement des sérums polyvalents qui généralement regroupent les vipères aspiques, les vipères péliades et les amodites. Voilà, donc nous, on est relativement polyvalents. Si vous vous faites mordre et que vous allez vite à l'hôpital et qu'il vous faut un antivenin, généralement, il y a beaucoup plus de chances que vous tombez sur un antivenin polyvalent qu'un monovalent. Parce qu'on des serpents venimeux, nous, c'est pas ce qui prédomine. On en a beaucoup quand même, hein. Mais voilà, les catégories, on va dire, là j'en ai cité que 3. Dans certaines régions, par exemple type Afrique, les sérums sont dirigés vers une localité en fonction de l'espèce venimeuse. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple des sérums polyvalents contre les serpents venimeux des savanes et à l'inverse pour celui des forêts. Ce qui est important de préciser, c'est que dans le monde entier, il y a énormément d'espèces venimeuses, en termes de serpents bien sûr. On a plus de 400 espèces qui sont recensées. Ça se trouve aujourd'hui, il y en aurait même encore plus. Et attention, j'ai pas dit 400 serpents différents, j'ai dit 400 espèces, sachant qu'une espèce regroupe plusieurs variétés de serpents. Et les accidents, type par exemple mortels suite à une morsure de serpent, dépendent de facteurs culturels, démographiques et écologiques par rapport à un pays. Je vais vous expliquer tout ça, vous allez voir, c'est très intéressant et ça fait réfléchir. Par exemple, on va prendre aux États-Unis, on va avoir, admettons, on va dire 5 cas. Donc quand je parle de cas, c'est de personnes qui se sont fait attaquer par un serpent et qui ont été envenimées. On va avoir 5 cas pour 100 000 personnes. Et de l'autre côté, on va prendre l'Inde, par exemple, et on va avoir, par exemple, 200 cas pour 100 000 personnes. Alors, il y a une grande différence entre les deux, entre 5 cas pour 100 000 et 200 cas pour 100 000. Pourquoi l'Inde se fait plus attaquer, plus envenimer que les États-Unis? Alors déjà, on va avoir un premier facteur auquel vous pouvez penser, genre qu'en Inde, les espèces venimeuses sont beaucoup plus abondantes qu'aux États-Unis. Eh ben non, là pour le coup, on a presque, à une vache près, hein, le même nombre d'espèces venimeuses aux États-Unis qu'en Inde. Donc déjà, on peut dire, c'est peut-être pas ce facteur-là, parce qu'on va dire il y en a autant des deux côtés, mais il y a plus d'accidents d'un côté que de l'autre. Pourquoi? Il y a donc une raison démographique et culturelle qui va être le facteur, justement, de cette incidence. Bon, déjà, on sait que l'Inde a une plus grande densité de population que les États-Unis. Mais là où ça va jouer un peu plus, c'est qu'en Inde, le style vestimentaire n'est pas du tout le même qu'aux États-Unis. En Inde, les tenues vont être très légères et généralement, au niveau des jambes et des pieds, eh ben, ils sont pas recouverts de tissus ou de vêtements. Par exemple, ils se trimballent pieds nus et les jambes à l'air, pour ça, dans certains endroits.
Donc, comparé à un Américain, par exemple, qui va être, par exemple, je sais pas, en bottes ou en chaussures, même classiques avec un jean, s'ils se font attaquer au niveau des pieds, bah, vous allez pouvoir avoir le jean qui va pouvoir absorber, ou la chaussure qui va totalement absorber l'attaque. Tandis qu'en Inde, bah, s'ils se font attaquer au niveau des jambes, eh ben, c'est sûr que s'ils ont rien et qu'ils sont pieds nus, eh ben, ça va prendre tout de suite. Donc, le venin va directement être transmis. Si je prends l'exemple, par exemple, à Bombay, au niveau du cœur de Bombay, et ben pourquoi il y a beaucoup plus, on va dire, d'attaques et d'incidences qui sont remontées là-bas? Parce que à Bombay, il y a beaucoup plus de rats, par exemple. Donc là où il y a des rats, donc de la nourriture pour les serpents, il y aura davantage de cobras. Donc si vous baladez à Bombay, les jambes nues, les pieds nus, avec des rats partout et des cobras qui sont là pour manger les rats, eh ben il n'est pas impossible qu'à un moment donné, eh ben vous prenez une attaque ou vous passez à côté d'un cobra, il pense que vous venez l'emmerder, paf, il vous lance une attaque et comme bah, vous êtes jambes nues, donc bah, tout est réuni pour que le venin puisse passer tranquille, et ben voilà ce qui va faire remonter le taux d'incidence. Le fait aussi que par exemple si je garde l'exemple de l'Inde, et ben tout le monde n'a pas forcément un hôpital à côté de chez lui, ils n'ont pas forcément tous un téléphone pour appeler les urgences, ils n'ont pas tous la capacité de reconnaître une espèce, donc l'hygiène aussi n'est pas forcément toujours au rendez-vous. Ce qui fait que ça peut amplifier le venin, c'est-à-dire que si bah, c'est sale et que le serpent lui-même forcément n'est pas très propre et qu'il a bouffé un rat, je sais pas, juste avant, qui est plein de puces et plein de saloperies, et ben c'est sûr qu'il va vous mettre beaucoup plus de saleté et le venin peut agir beaucoup plus rapidement avec des effets encore plus désastreux. Donc on voit bien que pour une même densité de serpents venimeux à deux endroits différents, on va pas avoir le même rapport d'incidence, donc de personnes envenimées, parce que bah, si le pays est plus ou moins bien développé, s'il est plus ou moins bien propre, on va dire en nature d'hygiène, etc., en parlant des rats, de l'accès aux soins, de l'avancée médicale, etc., et ben pour une même population de serpents venimeux au même endroit, enfin à des endroits différents mais de même quantité, et ben voilà, il va y avoir une différence entre les personnes qui vont se faire attaquer et du coup, au niveau létal, il y aura eu plus de morts d'un côté que de l'autre. C'est pas forcément qu'on trouve les serpents les plus venimeux en Inde qu'aux États-Unis, il peut y avoir les mêmes. C'est juste que bah, quand il y a morsure, en fonction du pays et des autres situations que j'ai citées, et ben voilà, l'incidence va être beaucoup plus élevée. Petit rappel, je note aussi qu'il y a des venins qui ne sont pas létals, qui sont pas forcément mortels, mais qui vont quand même être constitués d'éléments biologiques qui vont faire qu'il y aura un impact sur le corps, comme par exemple une nécrose. Une nécrose ne va pas forcément vous tuer dans l'immédiat. Le fait de coaguler votre sang ou pas va aussi avoir un impact dans l'immédiat, ça ne va pas vous tuer, mais ça a quand même des effets biologiques. Alors, avant de terminer, je vais dire qu'est-ce qui se passe en France. C'est-à-dire, admettons, vous vous faites mordre par un serpent venimeux en France. Je vais prendre deux cas différents. Premier cas, vous êtes un passionné de reptiles, de serpents, vous avez réussi à identifier « Ah super, je me suis fait mordre par une couleuvre, qu'est-ce que je fais ?» Dans un premier temps, évidemment, si vous êtes fait mordre au bras, vous allez surveiller et désinfecter au plus rapide la plaie et la surveiller. Surtout, ne l'enveloppez pas dans un bandage, parce que déjà, elle risque de s'étouffer, il faut qu'elle reste à l'air libre, et surtout, ça va vous permettre de contrôler visuellement où en est l'évolution de la plaie. Si par contre vous avez identifié que c'est une vipère et que vous vous êtes jamais fait mordre par une vipère, allez quand même au plus rapide. Alors si vous avez eu du désinfectant dans un premier temps, oui, désinfectez, c'est déjà le premier réflexe à avoir. Si vous pouvez prendre l'espèce en photo, prenez-la pour la montrer au médecin pour adapter son antivenin, quand bien même la plupart de nos sérums sont polyvalents. Quand même, si vous pouvez avoir l'espèce, c'est quand même pas plus mal pour le médecin, parce qu'imaginons que c'est une espèce venimeuse qui vient du Mexique et qui s'est échappée d'un terrarium du voisin, et ben en fait, tout simplement, l'antivenin sera pas adapté. Donc, même si vous dites ça, c'est une vipère, parce que vous avez vu, il y a bien ces deux crochets qui sont rentrés dans la peau, donc vous dites que potentiellement j'ai du venin, prenez quand même, si vous pouvez, une photo ou mémorisez un peu les couleurs, la taille, etc., et la tête du serpent, pour orienter le médecin, pour savoir s'il s'agit bien quand même d'une espèce venimeuse qu'on a couramment en France, ou si c'est une bestiole qui s'est échappée d'un terrarium, ça peut arriver. Et si, dans le deuxième cas, vous ne connaissez rien du serpent, vous ne savez pas si c'est une couleuvre, si c'est une vipère, vous ne savez pas ce que c'est, si vous pouvez prendre une photo, prenez une photo, la tuez pas forcément, ça n'a aucun intérêt de la tuer, dans tous les cas. Laissez-la se barrer, vous la virez, pouf, vous la laissez se tirer, vous en occupez plus, de toute façon, la tuer, ça résoudra pas votre problème que vous vous êtes fait choper. Du coup, dans un premier temps, si vous pouvez désinfecter, désinfectez, et là, si vous savez pas si c'est une vipère, une couleuvre ou rien du tout,
eh ben vous allez quand même consulter un médecin pour être sûr déjà qu'il puisse voir quel est l'état de la plaie, s'il y a besoin, je sais pas, je dis une bêtise, de points de suture, s'il faut désaffecter un peu plus en profondeur, je sais pas s'il y a des petits morceaux dedans, genre comme des cailloux, du sable qu'il faut enlever, le médecin aura plus l'œil là-dessus, et si ou non besoin de vous orienter vers un centre hospitalier afin de vous injecter un antivenin et de vous garder sous observation. Très important, n'utilisez surtout pas d'aspi-venin. Vous savez, pendant un temps, on en trouvait beaucoup dans les pharmacies, ils vendaient ça pendant l'été. C'est une espèce de... ça ressemble un peu à du canard WC, vous savez, le truc là qu'on met dans les toilettes, là, qui sent bon. Admettons, vous vous faites mordre par un serpent, ou même piqué par une guêpe. Il y en avait aussi pour tout ce qui était guêpe et frelon. Vous vous faites mordre à un endroit, vous prenez votre aspi, en fait, vous le mettez sur la peau, et en fait, ça va faire une pression, ce qui fait qu'en fait, ça aspire le venin. Alors ça, surtout si vous en avez, c'est poubelle tout de suite. Si vous faites des stages secourisme ou si vous y connaissez un petit peu en médecine biologique, n'importe quoi, vous savez que c'est une grande connerie parce que déjà son efficacité n'a jamais, mais alors jamais été prouvée et c'est plus dangereux qu'autre chose. Pourquoi? Parce qu'admettons, vous vous faites mordre ici. Le venin va venir remonter comme ça. Donc déjà, il va déglinguer vos tissus qui passent dans ce sens-là. Si vous aspirez, donc que le venin fasse demi-tour, eh ben, il va vous déglinguer une deuxième fois dans l'autre sens. Et en plus, ça n'a jamais été prouvé que ça aspire vraiment le venin, et que tout le venin est là, et que nickel, c'est bon, allez hop, on peut reprendre la journée tranquille. Donc dans un premier temps, ça va vous bousiller dans un sens à cause du venin, et si vous le faites faire demi-tour, ça va vous rebousiller encore plus dans l'autre sens. Donc ce qui est totalement inutile, et en plus ça se trouve vous aurez même pas enlevé tout le venin, donc il vous restera du venin dans le corps et vous avez complètement tout déglingué. Ne trouvez pas de solution de grand-mère à mettre de la farine ou du bicarbonate de soude ou de l'huile de colza ou du vinaigre blanc, ces conneries que vous arrêtez, ça c'est pas des antivenins, ça c'est pour faire la cuisine. Donc vous allez à l'hôpital. Il existe des bandes exprès, un peu comme des espèces de grandes compresses, j'ai plus le nom, qu'en fait vous allez enrouler autour de la morsure en partant de l'amont, parce qu'évidemment le venin, s'il est injecté ici, il va remonter par là, ce qui est normal. Et il existe des espèces de bandelettes qui vont un petit peu comprimer en fait votre bras, qui vont faire un peu comme un garrot, mais qui va pas vous bloquer la circulation, et qui vont un peu ralentir la propagation du venin. Bref, si vous avez rien de tout ça, eh ben surtout vous faites rien à votre bras, vous faites pas un garrot, vous faites rien. Et vous appelez les urgences ou un médecin, et si vous pouvez, vous y foncez directement. Mais je rappelle qu'en France, on n'a pas les venins de serpent les plus puissants, mais c'est un peu comme pour les piqûres de frelons, si vous êtes allergique, ça va vite être le bordel. Donc comme je viens de le voir, voilà, le venin de serpent, des serpents du monde entier, a de grandes caractéristiques, très complexes, qui est propre chaque espèce, et qui va avoir un effet évidemment sur tout ce qui va être musculaire, sur tout ce qui va être nerveux. Donc au niveau nerveux, ça va paralyser, tronquer, ou même complètement annuler les informations qui se passent au niveau du cerveau. Donc les transmissions synaptiques, c'est la communication entre deux neurones ou plusieurs neurones. Donc si la communication se fait mal ou ne se fait plus, et ben, genre si je me dis, bah tiens, je lève le bras, donc là, voilà, il y a eu un message dans mon cerveau qui a dit, on lève le bras, allez, on envoie au muscle, pouf, on lève le bras. Sauf que si le venin peut avoir un effet dans le sens où il va soit annuler le mouvement, donc c'est-à-dire si je veux lever mon bras, bah, je pourrais pas. Je peux aussi ne plus avoir de sensation. Je peux aussi, par exemple, si je veux lever le bras, au final, c'est mon œil qui va se fermer. Et voilà, bon, bref, ainsi de suite, vous avez compris le système. Et comme, eh ben, on est constitué principalement de muscles, etc. dans le corps, au niveau des poumons, ça peut vous bloquer la respiration, parce que le cerveau peut, du coup, ne plus envoyer l'information de respirer, pareil au cœur. Bref, c'était pas quelque chose pour vous faire paniquer, c'est vraiment, j'ai ratissé large, hein, et j'ai pas été uniquement en France. C'est pour vous dire que le venin est très très complexe, qu'il est très intéressant à étudier, et que nous, il est aussi très utile d'un point de vue médical et pharmacologique, parce qu'il permet d'aider à certaines pathologies, en général, et fait progresser la médecine. N'essayez pas de choper un serpent venimeux et d'essayer de lui faire sortir son venin pour en avoir. C'est super dangereux, et surtout, si vous savez pas quoi en faire de ce venin et que vous n'êtes pas dans le domaine médical, avoir ça, c'est plus dangereux qu'autre chose. C'est comme jouer avec une grenade, en fait. À tout moment, si ça se dégoupille, ça vous pète à la tête, et voilà, pas de dessin. Bref, dans cette vidéo, je ne peux pas tout dire parce que c'est très biologique, hein, évidemment. Donc là, mon but, c'est pas de vous faire un cours de biologie, parce que comme j'ai dit, je vais perdre tout le monde et ce serait pas forcément intéressant sur cette chaîne. Donc si ça vous a intéressé, n'hésitez pas
à aller davantage sur certains sites scientifiques et consulter certains livres sur les serpents, parce qu'en fonction des serpents, en fonction des livres, que ce soit le cobra, le black mamba, etc., eh ben, le venin n'est pas le même, donc chacun va avoir sa propre propriété. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Pardon s'il y en a qui sont calés en biologie ou dans l'étude animale, etc., qui regardent cette vidéo. Oui, je n'ai pas pu tout dire, je n'ai pas pu tout ratisser, il y a des trucs encore plus importants, mais bon, le but c'est pas que la vidéo dure 3 heures, donc j'espère quand même vous avoir fait découvrir un petit peu le venin, comment il est composé, à quoi il sert, pourquoi il y a plus de personnes au niveau de la démographie mondiale qui seront attaquées et qui seront envenimées dans un pays plus que dans un autre. Ce n'est pas uniquement parce qu'un serpent est plus venimeux qu'un autre, hein. Vous avez vu, c'est bien plus complexe que ça, mais d'un côté, c'est aussi simple à comprendre. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Si vous avez des propositions de vidéos qui vous intéressent, c'est aussi dans les commentaires. Et moi, je vous dis à une prochaine. Ciao!